Face au Conseil constitutionnel ce matin, le capitaine Ibrahim Traoré a prêté serment en qualité de président de la transition. Cette prestation intervient une semaine après les assises nationales qui l'ont désigné pour conduire cette période de transition. Dans ce 13h, vous aurez un bout du discours du chef de l'État et on analysera ce discours avec le chef du desk politique Bernard Bougma. Lutte contre le terrorisme, la militarisation de la police nationale burkinabé serait une démarche efficace. C'est la conviction du capitaine de police à la retraite Almissi Ouedraogo. Il en a fait en se basant sur le Mali qui a adopté ce jeudi le projet de militarisation de la police nationale. En football, la Ligue 1 présente son tout premier Fatico ce week-end. Étoile filante de Ouagadougou, Asfayenenga, une rencontre de la 6e journée qui va se jouer dimanche. Les deux équipes étaient en conférence de presse d'avant-match hier matin. Vous les entendrez en fin de journal. Bienvenue dans ce 13h. Bonjour à toutes et à tous. Ce 21 octobre 2021-22, le capitaine Ibrahim Traoré a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il est officiellement fait président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette prestation intervient une semaine après les assises nationales des 14 et 15 octobre dernier qui l'ont désigné comme président devant conduire la transition et 3 semaines après le coup d'État du 30 septembre avec pour objectif, dit-il, de recadrer la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré, lors de cette cérémonie, est revenu sur les raisons ayant conduit au coup d'État et a appelé tous les Burkinabés à s'unir pour faire face aux défis sécuritaires. Il a aussi rassuré la communauté internationale qu'il tiendra sa parole. On écoute ensemble un bout de son message, puis on revient sur ce plateau pour le décortiquer avec Bernard Bougma, notre chef de desk politique. Je souhaiterais là vous rappeler donc nos objectifs. Nos objectifs donc qui ne sont autres que la reconquête du territoire national occupé par ces hordes de terroristes. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. J'appelle donc à une mobilisation patriotique et populaire. J'appelle tous les combattants du Burkina Faso, jeunes, hommes, femmes, tous les notables, coutumiers, religieux, tous les Burkinabés de la diaspora dans leur diversité, à s'unir, à se lever et à s'engager pour une lutte contre cette hydre terroriste qui depuis quelques années ne fait que déchirer le tissu social du Burkina Faso et nous empêche de vivre. Alors je me tourne maintenant vers vous, Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Nadine, merci de me recevoir. Alors c'est officiel, le capitaine Ibrahim Traoré a prêté serment ce matin en qualité de président de la transition. Après la prestation, il a livré son message. Quelle analyse peut-on faire dans la forme et dans le fond sur ce message? Merci. D'abord dans la forme, il faut dire que d'un point de vue accoutrement, c'est le chef de l'État et comme c'est un militaire, il est venu en treillis militaire, béret bien calé sur la tête et avec également ce qu'il nous a donné de voir après les premières heures où le capitaine s'est affiché avec tout son visage, depuis lors c'est fidé. Et donc il est fourré jusqu'aux oreilles, ne laissant percevoir que les yeux, la bouche, on ne voit plus rien. Il est aussi toujours dans des gants. Donc c'est devenu désormais son accoutrement. Alors qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il va faire avec tout le temps de la transition? Qu'est-ce qui se cache derrière cette barricade qui ne dit pas son nom? Éléments de communication juste pour se protéger d'éventuels, je ne sais pas la Covid en tout cas, la Covid sous le tropique, son prédécesseur portait rarement d'ailleurs le cache-nez. Donc pourquoi est-ce qu'il est dans cet accoutrement? C'est son choix. L'autre élément de forme
ce sont les invités. C'est différent de ce que nous a été donné de voir pour l'investiture, la prestation de serment de M. Damiba. C'était différent. Quand on regarde le profil des invités, les OSC ont prié de se mettre à côté. Et puis la salle est exiguë aussi. C'est cette réalité qui fait que les médias même se sont retrouvés devant un écran pour suivre cette investiture. Donc maintenant, dans le fond, les autres éléments de forme, c'est aussi la voix qui est restée calme, empreinte de gravité, mais avec suffisamment d'émotion, à telle enseigne que par moment, on a l'impression que ça sent l'étouffement. Donc il y avait suffisamment de l'émotion dans l'air. Il a aussi refusé de lire le papier, mais de rendre un discours qui est dans son ventre, comme on le dit chez nous, en des termes plus simples. Voilà. Maintenant, dans le fond, c'est quelqu'un qui a abordé les différents problèmes, les différents défis, sans donner clairement la ligne de conduite claire, sans donner de délai, sans donner des détails sur un certain nombre de choses. Mais l'essentiel du fond reste qu'il y a une guerre qui nous a été imposée et que nous avons la capacité et on a les hommes pour pouvoir faire face. Le reste, c'est un travail d'organisation. D'accord, parlant toujours de ce message, il est revenu sur les raisons qui ont conduit au coup de force du 30 septembre et parmi lesquelles on a la reconquête du territoire. Outre la question sécuritaire, quels sont les défis auxquels il fera face? Alors, outre la question sécuritaire, il a dit, il appelle à un développement endogène. Donc, en dehors des questions sécuritaires qu'on connaît, en dehors des questions humanitaires qu'on connaît, en dehors du défi de la réunification de notre armée, qui fait partie également des défis. C'est un travail de longue haleine, parce qu'elle a été suffisamment politisée depuis de nombreuses années. Donc il y a aussi, donc la politisation a divisé l'armée. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le débat d'école entre... Lui, là, il a fait le PMK, donc c'est un militaire bon teint. Et lui, là, il est sac au dos, c'est-à-dire il a couru rentrer. Ceux-là sont allés à l'académie militaire Georges Namano de Pau, ou ceux-là sont passés par l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs. C'est pas des... Ce débat d'école également a un autre problème de notre armée qu'il va falloir effectivement résoudre. À la fin, on a besoin de qui? On a besoin d'un combattant, on a besoin d'un bureaucrate, ou on a besoin de quelqu'un, oui, qui a été formé depuis sa 6e jusqu'après le baccalauréat, qui a enchaîné les stages. Ou quelqu'un qui a fait 3 ans après son baccalauréat dans une académie qui sort, non pas 2 ans dans une académie et qui sort après. Mais le terrain là, qui va le faire? Donc il y a ce débat-là, donc il y a ces défis-là de l'unification de l'armée en n'écartant pas toutes ces questions où certains se sont agglutinés autour de certains chefs. L'autre défi, c'est celui du développement. Que voulons-nous d'ailleurs? Aujourd'hui, vous demandez à un Burkinabé, c'est quel schéma de développement nous avons? Nous comptons sur quoi exactement? La technologie, l'agriculture, l'élevage, nous comptons sur quoi? Alors que quand vous prenez les pays du dragon du sud-ouest asiatique, chaque pays a fait le choix d'un domaine. La Corée du Sud a fait le choix du développement technologique. Vous prenez le domaine de la technologie, que ce soit automobile, de l'aviation, je ne sais pas moi, c'est la Corée du Sud, c'est dans ça elle s'est investie. Regardez les marques de télévision, regardez les marques de cellulaires, beaucoup c'est la Corée du Sud. Prenons d'autres qui ont fait le choix de l'agriculture, comme Taïwan. Nous avons fait quel choix? Donc je pense que quand on parle de développement endogène, c'est aussi tenir compte de ces détails. Donc ce sont ces défis qui se greffent maintenant à la question sécuritaire et celle humanitaire. Et aussi le capitaine l'a déclaré, je cite, « Pour ma patrie, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle », avant d'appeler les Burkinabés à s'unir pour faire face au terrorisme. C'est un engagement qui galvanise les troupes et encourage toutes les populations. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre au-delà? Est-ce qu'il ira au front? Alors, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. La suite, c'est qu'il a dit aux Burkinabés d'intégrer ça aussi dans leur quotidien. Donc c'est seul, il ne pourra pas. C'est aussi le militaire qui parle. Donc parce que vous faites vous jurez sous le drapeau que vous allez défendre chaque mètre carré du Burkina jusqu'à votre dernière goutte de sang ou jusqu'à votre dernier souffle. Chez les militaires,
ce n'est pas un sujet tabou. Ça ne fait pas l'objet de débat. Parce que quand vous avez les conditions nécessaires pour vous battre et que vous fuyez les théâtres des opérations, vous êtes sanctionné. Même quand vous disparaissez en temps de paix, on dit désertion en temps de paix, vous êtes sanctionné. N'en parlons pas d'un temps de guerre où c'est également sanctionné. Donc ça dit que le comportement du militaire, c'est d'abord la défense. Donc ici, c'est le militaire qui parle. C'est aussi et avant tout le chef suprême des armées qui dit « Moi, je suis prêt à offrir ma poitrine pour la patrie. Je compte également sur vous. » Donc ce n'est pas vous seul que j'envoie, c'est ensemble qu'on ira. Mais maintenant, par rapport effectivement à la suite, est-ce qu'il va rester au bureau? Il faut qu'on soit sur terre. Revenons sur terre, soyons réalistes. La fonction du président va aussi avec le bureau. Bureau, terrain. Vous avez un conseil des ministres à présider. Vous avez des rendez-vous, des audiences, des dossiers à éplucher, des réunions à tenir, parfois de façon confidentielle, pour prendre des réunions, comme on appelle ça, des décisions d'urgence. On ne peut pas être au front et puis faire tout ça. Tout comme, vous ne devez pas oublier que comme nous sommes en temps de paix, aller au front, comme Idriss Déby Itno, aller au front, comme Abiy, le premier ministre éthiopien, ça galvanise. En Éthiopie, lors de la dernière guerre contre les rebelles, le premier ministre Abiy, il était au front. Les artistes étaient au front. Le marathonnier olympique, le champion olympique, il était au front pour aller dire c'est un combat commun, c'est un combat de toute l'Éthiopie. Mais ça demande qu'effectivement le chef imprime la marche. Alors maintenant, dans une bonne intelligence, comment est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré va mobiliser les uns et les autres, fédérer les énergies pour qu'on puisse aller au front ensemble? Ça, c'est maintenant dans les prochains jours qu'on verra dans quel sens ou dans l'autre il ira. Mais rêver qu'il abandonne totalement les bureaux pour le front ou abandonne le front pour les bureaux, je pense que ça va être très difficile. J'ai dit qu'il faut être réaliste à ce niveau-là et accepter, comme on appelle ça, un savant dosage. Bena Bougouma, il a aussi appelé la FDS à se départir des divisions et à se serrer les coudes pour faire face au terrorisme, le véritable ennemi du Burkina Faso. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré arrivera à reconstruire cette armée qu'il faut pour ce combat? Justement, ça c'est un autre défi. J'avais dit que le défi de la réunification de l'armée était un des défis majeurs. Il en parle. Parce que quand c'était nous autres civils qui en parlons, on dit c'est faux. Il n'y a pas un problème de cohésion. Voilà que Damiba a dit que l'armée est divisée. Et il dit la même chose. Effectivement, parce que notre armée est divisée autour de certains leaders. Donc depuis 1966, on a eu une armée qui est maintenant divisée autour des chefs, suffisamment politisée, qui a pris goût aux délices du pouvoir et tout ce qui va avec. Et certaines têtes sont dans cela. Donc, dans ces conditions, gagner une guerre dans ces conditions, ça va être très difficile. Voyez-vous, depuis cette époque, on avait des pro-ci, pro-ça. Ça a été accentué après le coup d'État du 24 janvier. Aujourd'hui, vous avez des pro-Damiba. Aujourd'hui, vous avez des pro-Emmanuel Zungrana. Vous avez des pro-capitaine Ibrahim Traoré. Ne serait-ce que les éléments, ce sont des éléments de la jeune génération. Je ne parle pas des pro-Diendéré, des pro-Bassolé, des pro-ceci, des pro-cela, des pro-Blaise Compaoré. Alors que non, c'est d'abord le pro-Burkina. Nous voulons des soldats pro-Burkina. Nous voulons des civils pro-Burkina. En ce moment, on peut avoir des divergences. C'est normal. On peut avoir des divergences de point de vue. Normal. Mais cela ne doit pas annihiler les efforts d'aller ensemble. Non, je pense que les mots ne suffiront pas. Tout dépendra maintenant de quel leadership il va déposer. C'est la qualité de son leadership qui va déterminer la qualité de l'unification ou pas. Mais tout va dépendre du choix des hommes et de la dynamique qu'il va impulser. Merci Bernard Bougouma pour toutes ces précisions. C'est la fin de cet entretien. Mais vous restez avec nous pour la suite de ce 13h. Et justement, dans la suite de ce 13h, Journée nationale de la liberté de la presse, ce 20 octobre, la commémoration par le Centre national de presse Norbert Zongo était marquée par un panel. Les communications étaient axées sur la sauvegarde des libertés dans la situation exceptionnelle que connaît le Burkina Faso. L'un des panélistes fait remarquer que les récents événements politiques au Burkina, marqués par des coups d'État, ont été un frein à la liberté de la presse. Abdoulaye Miaye. Régime de transition, sauvegarde des libertés individuelles et collectives. C'est le thème de la 24e édition de la Journée nationale de la liberté de presse, analysée par 3 panélistes. Décliné en plusieurs sous-thèmes, le panéliste Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP et juriste de formation, aborde la question des luttes engagées pour la garantie des libertés démocratiques au Burkina Faso. La pétition du MBDHP pour la liberté de la presse
qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée des députés du peuple le 20 octobre 1993, suite à l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons de voyage, qui étaient Ernest Zongo, Ablassé Nikiema et Blaise Ilboudo. Le 13 décembre 1998, sur la route de Sapui. Il s'en est suivi la mise en place du collectif contre l'impunité, comme on l'a appelé. L'action du collectif a également permis l'élargissement des libertés démocratiques dans notre pays. Pour le journaliste Boukari Ouba, la suspension de la Constitution 2 fois de suite en l'espace de 8 mois est un recul démocratique, donc un frein à la liberté de presse. Il prend pour exemple les actes commis au cours de cette période de transition qui, selon lui, constituent des atteintes graves à la liberté de presse. Il faut se souvenir que le premier conseil des ministres, ou peut-être on va appeler ça prise de contact, qui a eu lieu le 7 mars 2022, a été marqué surtout par le mot d'ordre donné aux ministres de ne pas du tout s'adresser à la presse. Avec les aventures politiques du MPSR et la multiplication des impairs combinés aux échecs sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, il fallait de nouveau casser le ton de l'émission Débat de presse. Cette fois-ci, la censure ne s'arrêtera pas à Abdoulaye Barry seulement. Ordre a été donné de ne plus inviter Bourema Ouedraogo, Inoussa Ouedraogo, Abdoulaye Barry, et votre communicateur de ce matin ne fut pas épargné lui aussi. Et la dernière actualité, c'est l'audio qui menace donc notre confrère Alain Traoré de Omega pour son émission Le Défouloir. Par ailleurs, Boukari Ouba soutient qu'il faut relativiser. Tous les régimes d'exception ne sont pas une entrave à la liberté de presse. Il en veut pour preuve les lois sur la presse adoptées par le Conseil national de la transition en 2015. Par contre, des régimes démocratiques au Burkina Faso ont tenté, selon lui, de museler la presse. Avant la chute du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui est bien pourtant un président, on va dire, démocratiquement élu, la presse éprouvait déjà quelques difficultés. On peut rappeler à souhait la révision du code pénal en 2019 qui a introduit beaucoup de dispositions qui sont liberticides et anti-presse. On peut rappeler l'expulsion massive de journalistes des médias publics suite donc à une grève qui a été organisée par le syndicat des journalistes. Donc ils ont appelé ça des affectations, mais je crois que tous ceux qui connaissent la situation savent de quoi il s'agissait réellement. On peut parler des coupures d'Internet. Donc tout ça, nous n'étions pas encore en régime de transition, nous étions bel et bien dans un régime qu'on peut dire démocratique. Il y a eu des censures qui ont eu lieu donc dans les médias publics également. Pour le juriste Ali Sanou, les différents acteurs doivent engager une veille citoyenne, lutter pour le respect des droits humains et la démocratie. Pour lui, la démocratie et la liberté de presse sont liées. Il faut donc, selon Ali Sanou, une mobilisation populaire. À la suite de son adoption par le Conseil national de transition au Mali ce jeudi, le projet de loi sur la militarisation de la police nationale est désormais effectif. Sur la question, nous avons rencontré le capitaine de police à la retraite Almissi Ouedraogo, qui salue d'ailleurs l'initiative. Il se dit également favorable à une duplication du projet de loi au Burkina Faso. On l'écoute dans cet élément de Serge Kaboré. Après son adoption par le gouvernement malien le 5 octobre dernier, le projet de loi consacrant la militarisation de la police nationale a été adopté ce jeudi par le Conseil national de transition malien. C'est une initiative qui, au Burkina Faso, est jugée salutaire, notamment par le capitaine de police à la retraite, Almissi Ouedraogo. Si le constat est fait que le fait de n'avoir pas militarisé la police nationale depuis le début donc des attaques terroristes au niveau du Mali a peut-être causé ou entraîné des faiblesses au niveau de la lutte elle-même sur le terrain. Et qu'en militarisant la police nationale, ça va apporter un plus dans le cadre donc de cette lutte-là de façon exclusive pour leur permettre de venir à bout ou en tout cas faire reculer assez sensiblement la menace terroriste sur leur territoire, eh bien, ils sont dans leur bon droit. Pays frontalier avec le Mali est également éprouvé par des attaques terroristes sur son sol. Le Burkina Faso pourrait à son tour militariser sa police nationale. C'est très bien possible de dupliquer ce que les autorités maliennes ont concocté par rapport à la militarisation de leur police nationale. Eh bien, on peut effectivement militariser aussi la police nationale au niveau du Burkina Faso, pourquoi pas? Parce que ça peut trancher pas mal de questions, notamment la question des équipements. Voilà, les équipements
en termes d'augmentation de la puissance de feu au niveau de la police nationale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette question a fait couler beaucoup d'eau et beaucoup d'encre, voilà, qui pour l'augmentation de la puissance de feu au niveau de la police nationale, en calibrant donc les armes, de sorte que cela puisse s'adapter aux réalités du terrain et aussi aux réalités des enjeux du moment. Le capitaine de police à la retraite estime que la militarisation de la police pourrait constituer une alternative crédible dans le combat contre l'hydre terroriste. Ainsi, selon lui, une augmentation de la puissance de feu des policiers pourrait permettre de récupérer certaines zones. Si au départ, au lieu de croiser les bras et assister donc au départ des policiers, les commissariats fermés les uns après les autres, suite à une attaque, suite à des menaces, les commissariats fermés, les brigades de gendarmerie aussi. Alors donc cela nous a beaucoup fragilisé en matière de renseignement. Il ne fallait pas. C'était l'une des grosses erreurs qui, hélas, nous a exposés à cette situation d'aggravement de la crise sécuritaire au niveau de notre pays. Il aurait fallu qu'on réussisse à maintenir le maillage tel qu'il était avant même les attaques terroristes, mieux les renforcer, mieux augmenter la puissance de feu au niveau des services de police qui n'en possédaient pas. Toutefois, le capitaine de police à la retraite dit attendre des nouvelles autorités de transition un signal fort pour une véritable cohésion au sein des forces armées burkinabées, seul gage qui, selon lui, permettra de parler le même langage pour faire face à l'ennemi. À Bodjulasso, l'université Aube Nouvelle rencontre ses étudiants en licence 1. Ces derniers ont pu prendre connaissance des exigences de l'université qui mettent en avant la rigueur dans les études. Ils sont plus de 500 étudiants en première année qui ont effectué leur rentrée le 18 octobre dernier. La rencontre avec les responsables de l'université dans cette correspondance de Joseph Koutko. À l'occasion de la rentrée universitaire 2022-2023, l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso a organisé une rencontre avec les étudiants de la première année de licence. L'objectif de cette rencontre est la présentation du personnel d'une part à ses étudiants et d'autre part informer ces derniers des exigences de l'université. Nous venons de rencontrer les étudiants qui arrivent pour la première fois à l'université Aube Nouvelle. Notre joie est d'abord très grande face au nombre d'étudiants que nous avons enregistrés. Et l'objectif de cette rencontre, c'est justement permettre à ces étudiants de découvrir le nouvel établissement dans lequel ils arrivent à travers son mode de fonctionnement, sa discipline et surtout à travers ses programmes de formation. Puisque chacun, en venant ici, est venu certainement avec un projet professionnel et notre rôle, c'est de lui permettre de réaliser ce projet. Nous attendons que ces étudiants, s'ils nous ont bien écoutés, qu'ils soient des étudiants modèles pour leurs petits frères qui vont venir, eux-mêmes d'abord, modèles pour eux-mêmes parce que s'ils ont bien écouté, ça va leur permettre de réaliser certainement des meilleures performances sur la base des conseils qui leur ont été donnés. Ces nouveaux bacheliers disent avoir fait le bon choix, celui de l'université Aube Nouvelle. Bon, l'université Aube Nouvelle, déjà c'est une université qui influence à travers ses filières là. Bon, moi j'ai trouvé ma filière, j'ai trouvé une filière qui m'importe vraiment beaucoup, le transport et logistique. Bon, j'ai aimé la filière, donc j'ai voulu. Et puis, l'administration a été claire sur certains sujets, quoi. Voilà, tels que le port du téléphone en classe, lors des cours et devoirs, tout ça là, que c'est bon. Depuis le lycée même, on est au courant de ça, mais bon, à l'université, on ne pensait pas à l'université, parce que d'autres pensent qu'arrivés à l'université, ils sont arrivés et tout, ils ont l'opportunité de faire certains trucs. Oh, pourtant, c'est pas le cas. L'université aussi, c'est comme le lycée. Il faut être discipliné et puis bien bosser. Et puis, je pense qu'on va bien les respecter en tout cas. Et puis, de toute façon, ils nous ont présenté l'université. En tout cas, ça donne même envie de bosser ici, quoi. Notons qu'ils sont plus de 500 bacheliers inscrits en première année de licence à l'université Aube Nouvelle. Ils ont fait leur rentrée le 18 octobre dernier.
Retour à Ouagadougou, la rentrée académique de l'Institut de formation Colbert, IFC, est effective depuis ce 20 octobre 2022. Une cérémonie ponctuée par des octrois de bourses aux majeurs de promotion et des prestations artistiques. C'était aussi le lieu pour l'administration de l'Institut de souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants et de présenter l'Institut ainsi que les innovations majeures pour cette rentrée académique 2022-2023. Annie Gladisda avec la voix de Wenla Seda Kabouré. L'Institut de formation Colbert a lancé officiellement sa rentrée académique 2022-2023 ce jeudi 20 octobre. Le directeur général de l'IFC et ses collaborateurs souhaitent la bienvenue aux nouveaux bacheliers qui intègrent la famille Colbert. Pour Dominique Ouedraogo, chaque année marque une nouvelle étape dans l'amélioration des enseignements au sein de son institut. Un nouvel management, un nouvel engagement au profit des étudiants, une nouvelle dimension humaine pour une plus-value dans la carrière des étudiants. Nous savons qu'aujourd'hui, il faut diversifier les filières pour réadapter, en tout cas nos formations, aux besoins des entreprises. Donc, pour nous, ce serait très bien pour que les universités, de façon générale, au Burkina, conjuguent les efforts pour travailler ensemble à pérenniser les acquis et à inventer des filières prometteuses pour les étudiants. À en croire Moussa Ouedraogo, directeur des études à l'Institut de formation Colbert, plusieurs innovations pour cette nouvelle année s'annoncent. Les innovations vont dans le sens d'adapter. Nous avons même fait une relecture des programmes avec l'ensemble des enseignants pour aller dans le sens du ministère, des recommandations du ministère. Donc les programmes sont allés en droite ligne avec les besoins du marché. Voilà les innovations apportées. Et des partenariats signés avec des entreprises pour naturellement les stages et des conventions pour les opportunités d'emploi. Ce sont par exemple ces genres d'innovations. Et rehausser la qualité des enseignants que nous avons. Vous savez que le ministère demande au niveau des enseignants, les autorisations d'enseigner, un dossier complet, ça c'est extrêmement important pour répondre aux exigences du marché actuellement. Pour l'occasion, les meilleurs étudiants année académique 2021-2022 ont été primés. Des attestations de bourse ont été remises aux majors de promotion pour faire valoir leur mérite au sein de l'IFC. Très content bien sûr et très heureux de recevoir ce prix. C'est un honneur. Je remercie pour cela l'Institut de formation Colbert ainsi que son directeur général M. Dominique Ouedraogo et l'ensemble du corps enseignant et du corps administratif de l'Institut de formation Colbert, sans qui cela ne serait possible. Et je dirais d'abord que c'est un travail acharné, également le soutien et l'encouragement de mes parents, également à la maison, me pousse à toujours faire mieux, à me surpasser pour pouvoir être compté parmi les meilleurs. Selon Dominique Ouedraogo, toutes les conditions sont réunies pour offrir une bonne année universitaire aux étudiants de l'IFC. Un rappel, la mission première de l'Institut est de former des leaders à travers un enseignement de qualité. Canal Plus Burkina offre un espace récréatif aux enfants de l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lumbila. Un espace dénommé Orphée qui offre à ces tout jeunes la possibilité de suivre des programmes d'apprentissage et de divertissement de leur âge sur la chaîne Canal Plus. Ce 19 octobre, la cérémonie d'inauguration de l'espace a donné lieu également à un don de vivres de la part de Canal Plus. L'entreprise étendra son projet dans plusieurs orphelinats du Burkina Faso. Linda Sarakabo. Ces orphelins et enfants en détresse vivant ici à l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lumbila, situé à 18 km au nord-est de Ouagadougou, sont en joie. La raison, à partir de ce 19 octobre 2022, ils pourront désormais s'épanouir et rêver comme tous les autres enfants. Ils pourront suivre les chaînes Canal Plus dédiées aux enfants de leur âge sur cet écran et ce, dans cet espace bien aménagé. Une réalisation de Canal Plus qui participe à l'épanouissement des enfants fragilisés, selon le premier responsable de la section Burkina. Le projet Orphée est un projet initié par Canal Plus de manière panafricaine. C'est un projet pour accompagner les orphelinats partout en Afrique
Aujourd'hui, on en a fait plus de 50 sur le continent africain. Au Burkina Faso, nous en sommes à notre deuxième. Notre objectif, c'est d'en avoir un troisième d'ici la fin de l'année. L'idée, c'est d'accompagner de différentes manières, en créant tout d'abord un espace d'éducation et de divertissement, espace que vous venez juste de visiter, on espère qu'il plaira aux enfants. Et puis on profite également de cet événement pour accompagner l'orphelinat selon ses besoins. En plus de cet espace, Canal Plus a offert des vivres, du savon, des sacs d'école et des chaises aux enfants de l'orphelinat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lumbila. Depuis sa création en 1995, le centre a accueilli plus de 600 enfants. La première responsable du centre se dit heureuse de voir autant de soutien pour les 36 enfants à sa charge en ce moment. C'est vrai qu'ils avaient la télévision, mais de cette façon, avec des programmes d'études, quelque chose qui est bien spécifique, voilà, ça sera une très bonne chose qui va nous aider énormément dans notre charge envers eux. Nous allons tâcher avec nos sœurs enseignantes qui sont là pour voir quel moment nous pouvons aussi intégrer ces programmes dans leur temps de révision pour que ça puisse les profiter dans leur apprentissage à l'école. Par ailleurs, l'ambassadeur du centre, l'artiste Alif Naba et la directrice en ont profité pour présenter une doléance, celle de voir l'érection d'un collège au profit des enfants. En attendant, le projet Orphée est un projet panafricain avec pour objectif d'aider une cinquantaine d'orphelinats. D'ici la fin de l'année, il va s'étaler dans plusieurs orphelinats de la ville de Bobo-Dioulasso, a ajouté le directeur général de Canal Plus Burkina. Au Tchad, manifestation hier contre la prolongation de 2 ans de la transition. Des centaines de personnes se sont réunies à l'appel de l'opposition pour protester contre cette décision. Ces protestations ont été lourdement réprimées ce jeudi, faisant de nombreux morts et des centaines de blessés. Au Tchad, la transition de 18 mois devait déboucher sur des élections démocratiques. Mais face à la prolongation du pouvoir de transition, avec à sa tête Mahamat Idriss Déby Itno, la contestation a gagné la rue. Des appels à manifester avaient été lancés depuis le début de la semaine par l'opposition. Des protestations lourdement réprimées ce jeudi. Une cinquantaine de personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées. Le mouvement a été suivi à N'Djamena, la capitale, mais également à Moundou, deuxième ville du pays. L'Union européenne, l'Union africaine et l'ONU ont condamné la répression. Nous demandons aux autorités de veiller à ce que la sécurité, la sûreté et les droits de l'homme, y compris le droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association de tous les Tchadiens, soient respectés. Nous appelons toutes les parties à s'abstenir de toute violence, tout usage excessif de la force, à rester attachés à l'esprit de dialogue dans l'intérêt de la paix et de la stabilité du pays. Malgré l'interdiction de manifester, la foule est sortie dans les rues très tôt jeudi et a attaqué des édifices publics selon les autorités qui font état d'une dizaine de morts dans les rangs des forces de l'ordre. Le gouvernement a annoncé suspendre les activités des principaux partis d'opposition pour 3 mois, ainsi que l'entrée en vigueur d'un couvre-feu qui durera jusqu'au rétablissement de l'ordre dans les principales villes du pays, a déclaré le Premier ministre Saleh Kebzabo. Chez les manifestants, l'amertume se ressent dans les discours et l'ancienne puissance coloniale française qui entretient des liens forts avec le pouvoir est visée. Oui, Macron, écoute, là-bas, c'est l'enfant du pays. Aujourd'hui, si on est comme ça, c'est à cause de vous la France. Un journaliste a également été tué à N'Djamena, atteint par une balle perdue alors qu'il était dans la cour de son domicile. Un décès qui a suscité de nombreux messages de solidarité sur les réseaux sociaux. Et sur cette actualité, on écoute le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra. Il dénombre des centaines de blessés et de personnes arrêtées au sein des manifestants au quartier général des Transformateurs. Le principal opposant affirme que son parti est prêt à lutter contre la prolongation de la transition. Nous sommes autour de 70 personnes que nous avons dénombrées, dont 18 dans la deuxième ville du pays qui est Moundou, reste la vaste majorité ici à N'Djamena. Et l'épicentre, c'est autour du quartier général des transformateurs. Et ça vous donne un peu une idée. Et des centaines de personnes arrêtées et des centaines de personnes blessées. Ceci n'est pas du tout acceptable. Des manifestants pacifiques. Nous avons mis fin au régime d'Idriss Déby. Nous allons mettre fin au régime de Mahamat Idriss Déby. S'il veut continuer, il finira par la même petite porte que son père. Nous ne voulons pas de la dynastie. Donc c'est ce que les Tchadiens ne veulent pas. Nous voulons la démocratie. Nous ne voulons pas un remplacement du père, du père par le fils. Ce sera un pays au nom du père, du fils et sans le peuple. Voilà ce que les Tchadiens et
dans leur vaste et écrasante majorité, on ne demande pas autre chose que le respect des engagements pris, c'est tout. On leur a fait une confiance totale et ils nous ont menti à tous. Le moment est venu donc de passer sur de nouvelles phases. Voilà ce que les Canadiens demandaient de manière pacifique. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un combat pour la légalité et la justice. Justice, égalité, égalité, justice. Voilà ce que chantent les manifestants. Donc, c'est jusqu'à la victoire. Et pas une besoin de vous dire qui va gagner. Fin de journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 13h pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Twi TV. Les programmes se poursuivent.